Depuis bientôt 150 ans, l'ICP est au cœur du savoir. Histoire, sciences politiques, économie, philosophie, religion. Merci de t'installer. Ils font avancer la recherche et transmettent leurs connaissances aux étudiants. Aujourd'hui, nos enseignants-chercheurs décryptent pour vous les sujets qui font la une. La question sous la... Bienvenue dans Au cœur du savoir. Au cœur du savoir. Le podcast de l'ICP. Les enfants et les écrans. Un sujet qui peut souvent faire débat. Les enfants français sont-ils accros aux écrans? Hyperconnexion, troubles du développement, de l'attention, problèmes de socialisation. Les études alarmantes se multiplient. La liste des préjudices associés aux écrans est longue et fait peur. Important dans le cerveau et dans le comportement de ces souris. Et chacun a son avis. L'addiction menacerait les adolescents. À tel point que même le gouvernement a décidé de s'en mêler. Je considère que l'addiction aux écrans, chez les jeunes et chez les enfants, est une catastrophe sanitaire et éducative en puissance. Mais les écrans peuvent aussi être bénéfiques. La preuve, l'école les intègre de plus en plus dans ses apprentissages. Dans ce nouvel épisode d'Au cœur du savoir, nous vous proposons d'y voir un peu plus clair entre toutes ces injonctions contradictoires avec Laurent Tessier. Je suis professeur à la faculté d'éducation et de formation de l'Institut catholique de Paris. Je suis sociologue et donc je travaille principalement sur les usages du numérique à l'école et à l'université. Si vous êtes né dans les années 70 ou 80, vous avez peut-être fait partie, sans le savoir, des élèves bénéficiant du programme Plan informatique pour tous. En 1985, le gouvernement souhaite en effet sensibiliser les 11 millions de petits Français aux outils numériques, avec une mesure phare, une salle informatique dans chaque école. Ce plan a connu un succès mitigé. Mais depuis, le numérique n'a jamais disparu de l'école et suscite des discussions assez vives, aussi bien du côté des parents que des enseignants. Les oppositions très fortes au numérique sont en partie un débat franco-français qu'on retrouve beaucoup moins dans d'autres pays. Dans la plupart des autres pays européens, où les gens sont plutôt globalement sur une ligne qui est de dire qu'il y a de plus en plus de numérique dans la société, et donc il faut que l'école change aussi, il faut l'intégrer, etc. Si la France et d'autres pays se sont lancés dans l'aventure du numérique à l'école, c'est donc d'abord parce que cette technologie prend de plus en plus de place dans nos vies. Apprendre à s'en servir est un enjeu pour l'éducation à la citoyenneté. Mais pour autant, est-ce que l'utilisation des outils numériques contribue à améliorer les résultats des élèves? Qu'en disent les grandes enquêtes internationales? Ce qui ressort, c'est que l'usage du numérique pour la réussite dans les apprentissages disciplinaires est neutre. Ce qui va être déterminant, c'est la manière dont on va l'utiliser, c'est la pédagogie qu'on va mettre en place, c'est le fait qu'on ait une pédagogie plus ou moins active, etc. Et ça, je dirais, la pédagogie active, on peut le faire avec ou sans numérique. Ce que ça génère de positif, c'est que ça permet que les élèves soient plus à l'aise avec le numérique, tout simplement. Et ça, c'est un objectif en soi. Même pour des enfants et des jeunes nés dans les années 2000 et 2010. Contrairement à une idée reçue, il n'y a pas une génération qui serait beaucoup plus habile avec les outils numériques qu'une autre. À tout âge, on retrouve des personnes très à l'aise avec les technologies et d'autres pas du tout. L'idée qu'il y aura une génération qui saurait tout faire automatiquement est assez fausse. Et en tout cas, il faut vraiment le prendre avec beaucoup de précaution, justement dans le monde scolaire. Il peut donc y avoir de grandes différences entre les élèves, notamment en fonction de leur milieu social. Or, l'une des missions de l'éducation nationale est justement de réduire ces inégalités. Elle doit aussi transmettre ce que l'on appelle les pratiques sociales de référence, qui comprennent des usages qu'il est indispensable de connaître pour pouvoir vivre en société. Et bien entendu, avec le numérique, ces pratiques évoluent très vite, comme on peut le voir avec l'intelligence artificielle par exemple. Savoir écrire un prompt sur ChatGPT, ça devient une pratique sociale de référence. Il faut savoir le faire, il faut savoir bien le faire. Donc il faut qu'on intègre au programme, etc. Une autre chose que moi j'ai effectivement étudiée plus directement et plus en détail, c'est la question des compétences visuelles. Savoir faire une belle photo, savoir faire une belle vidéo a une valeur ajoutée professionnelle qui est extrêmement forte. Or, ce type de compétence, pour l'instant, est très peu apprise dans le système éducatif et universitaire français, parce qu'on est dans un système qui a toujours valorisé énormément l'écrit, qui a eu du mal à se projeter toujours sur la visualité.
Quand on pense numérique, on pense aussi à l'ouverture à de nombreux savoirs, grâce notamment à Internet. Mais alors, si on pousse la réflexion à son extrême, à quoi servent encore l'école, l'université ou encore les bibliothèques ? Ça reconfigure le rôle de ces institutions. De mon point de vue, ça les rend d'autant plus indispensables et très très utiles, parce que quand vous avez plein de savoirs, une montagne de savoirs qui sont disponibles, ce dont vont avoir besoin les apprenants, c'est qu'on les aide à distinguer ce qui est utile, ce qui n'est pas utile, ce qui est intéressant, ce qui n'est pas intéressant, ce qui est vrai, ce qui est faux. Et donc on va être dans un rôle d'accompagnement, en formation on dit parfois dans un rôle de facilitation. Dans ce cas de figure, l'enseignant n'a donc plus seulement un rôle de transmission brute des savoirs, Depuis l'entrée en modernité, mais plutôt un rôle de facilitateur. Ces dernières années, les enseignants peuvent aussi s'appuyer sur les EdTech, en français les applications éducatives. Mais ces technologies font débat, notamment parmi les enseignants, parce qu'elles posent la question de l'individualisation des apprentissages. Au sein d'une même classe, certains élèves peuvent vite assimiler les notions dans une matière et demander à aller encore plus vite, alors qu'une partie de la classe a besoin de plus de temps pour assimiler ces notions. La promesse des EdTech est de pouvoir s'adapter au rythme de chacun, alors que depuis plus d'un siècle, la vision française de l'école est de faire avancer au même rythme tous les élèves et de réduire les inégalités. L'arrivée des applications éducatives est donc un véritable chamboulement, qui peut mettre à mal tout le système. Pour autant, l'individualisation des parcours est expérimentée par les différents ministres de l'Éducation nationale récents, notamment avec le dispositif PIX, un dispositif qui permet aux collégiens jusqu'aux étudiants de licence de faire certifier leurs compétences numériques à leur rythme. Ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, c'est pas déterminant. On ne voit pas de progression fulgurante grâce aux technologies en elles-mêmes. On voit de la progression quand on compare des pédagogies actives avec des pédagogies plus transmissives. Et l'intelligence artificielle dans tout ça, ça donne quoi ? Il y a cette question de rythme de l'innovation technologique qui est compliquée à gérer pour l'école et pour l'université parce que c'est pas des institutions qui vont aussi vite que la Silicon Valley. Moi-même qui fais des cours de méthodologie de la recherche pour les étudiants de master, évidemment que j'ai intégré ça dans mes cours pour en discuter avec eux, voir ce qui était légitime, pas légitime, jusqu'où on pouvait aller dans l'utilisation, qu'est-ce qui était intéressant, qu'est-ce qui était de la triche. Il faut se dire que ça change des choses, ça va changer des choses incontestablement, ça va rendre des choses beaucoup plus simples et rapides, et tant mieux. Et je pense que l'IA va modifier forcément notre manière de travailler, va nous permettre de nous décharger de certaines tâches, mais ça ne veut pas dire que la réflexion va disparaître. Même si les élèves ont de plus en plus d'outils numériques à leur disposition, rien ne vaut la présence d'un enseignant en chair et en os pour comprendre, analyser ou déchiffrer. Et puis, de toute façon, un écran, ça reste froid. Rien ne remplacera la chaleur d'un contact humain. Et ça, c'est pas prêt de changer. Ce podcast a été conçu et écrit par la direction de la communication de l'ICP. Réalisation et voix off, Rémi Perrault. Enchanté. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Au cœur du savoir. Au cœur du savoir. À la rencontre des enseignants-chercheurs de l'Institut catholique de Paris.